Bonsoir tout le monde. Je suis ravie d'être devant vous ce soir. Donc moi, je suis Maya Noël, la directrice générale de France Digital. Bonsoir à toutes et à tous. Moi, je suis Frédéric Mazella, coprésident, entrepreneur de France Digital. Alors, pour vous accueillir aujourd'hui, on est surtout très ravis, enfin vraiment ravis d'accueillir deux invités de renom pour la clôture de cette journée. Donc, j'ai à ma gauche Gabriel Zuckman, professeur à l'École normale supérieure et aussi directeur de l'Observatoire européen de la fiscalité. Et puis à notre droite, nous avons Philippe Aillon, professeur au Collège de France, à l'INSEAD et à London School of Economics. Merci beaucoup, Monsieur Zuckman et Monsieur Aguillon, d'avoir accepté le principe de ce débat. Tout d'abord, alors on a souhaité vous réunir ici au FD Day, car on a le sentiment que vous croyez tous les deux, comme nous tous ici, au pouvoir de l'innovation pour transformer les choses, la société. Vous avez devant vous aujourd'hui des centaines d'entrepreneurs et investisseurs qui ont décidé de construire l'avenir en partant le plus souvent de rien et qui ont choisi la France pour le faire en rayonnant souvent à l'international. Nous représentons ici 16 000 entreprises françaises qui sont le premier moteur de création d'emplois en France. Plus d'1,5 million d'emplois directs et indirects créés en 15 ans et encore 150 000 sur la dernière année seulement. Cette prouesse repose sur un équilibre subtil directement lié à l'attractivité de la France pour les talents et le capital vis-à-vis d'investisseurs nationaux, européens et internationaux. Alors, Monsieur Zuckman, on sait, proposition de taxe, ça fait couler beaucoup d'encre dans notre écosystème. Certains déclarent être fiers de pouvoir un jour payer cette taxe. D'autres parlent de piège mortel pour l'innovation. Voilà, on sait que les médias peuvent parfois déformer les propos, et c'est pourquoi nous avons voulu penser cette conversation comme un moment pour sortir des postures partisanes et sortir aussi des punchlines. Donc, en fait, ce moment, c'est pour aller au fond du sujet et permettre aux entrepreneurs qui sont là, aux investisseurs et aux différents experts de notre écosystème de comprendre en fait comment vos positions sur la fiscalité ont un impact sur l'entrepreneuriat et notre capacité d'innovation. D'où le titre de cette conversation. Oui, parce que le titre de ce panel, c'est Innovation et fiscalité, tout comprendre de A à Z, de Aguillon à Zuckman. Alors, c'est un pari un peu ambitieux, car nous n'avons que 30 minutes. Oui, on a fait un bon titre. Hein. On fait des punchlines aussi, nous, de temps en temps. Ça sur des punchlines quand même, mais voilà. On peut bien longer. Au-delà de 30 minutes. Non, commencez pas à négocier. Commencez pas. Allez, c'est négocié. Alors, le sujet est vaste. On a rassemblé des questions de notre communauté d'entrepreneurs et d'investisseurs, dont bon nombre sont ici avec nous. Et nous allons vous les poser. On vous demande juste d'être concis et concret dans vos réponses et de faire preuve d'un maximum de pédagogie pour nous tous. Chacune de nos questions s'adressera à vous deux. Et vous aurez donc chacun l'opportunité d'y répondre. Bon, surtout pas de pression. Hein. Donc, on va maintenant commencer. Je propose par aborder le sujet qui agite l'actualité en ce moment. Donc, la proposition qui vise à taxer les grandes fortunes en incluant leur patrimoine professionnel dans le calcul, qui est souvent un capital non liquide. Pour les entrepreneurs, et en particulier dans la tech, leur patrimoine est essentiellement constitué de parts dans la société qu'ils ont créée, qui leur est donc un outil de production et non une rente. Selon vous, donc, la première question, si une telle taxe est instaurée, pourrait-elle avoir des effets de bord macroéconomiques? Et pourrait-elle notamment avoir un impact sur l'investissement, l'innovation ou la croissance pour le pays? Monsieur Zuckman, si vous voulez commencer, c'est votre taxe. Eh bien, d'abord, merci beaucoup. Merci pour votre invitation. Je suis vraiment ravi d'avoir ce débat. Et évidemment, je comprends les craintes qui peuvent s'exprimer au sujet de l'impact potentiel de cette taxe sur la croissance d'innovation. Alors, plusieurs choses. D'abord, il faut rappeler de quoi on parle. On parle d'un impôt minimum à un taux de 2% sur la fortune des foyers fiscaux. Il ne s'agit pas de taxer les entreprises, il s'agit de taxer des personnes qui ont plus de 100 millions d'euros de patrimoine. D'accord ? À peu près 1800 contribuables. Et le dispositif consiste simplement à dire, si vous payez déjà suffisamment d'impôts sur le revenu, vous n'avez rien de plus à payer. Mais si vous payez trop peu, eh ben, vous allez devoir payer le complément pour arriver à 2%. Alors, comment réfléchir aux impacts potentiels sur l'économie? Moi, ce que j'essaie de faire dans mon travail de chercheur, c'est précisément de répondre à ces questions. Et la façon qui me semble la plus probante, c'est de regarder l'expérience historique et l'expérience internationale. D'une façon générale, c'est comme ça que les chercheurs en sciences sociales, comme moi, peuvent être
modestement utile au débat public, c'est en essayant de tirer les leçons de ces expériences historiques, de ces expériences internationales. En l'occurrence, les débats qu'on a aujourd'hui, on les a eus dans les mêmes termes, il y a 120 ans, au moment de la création de l'impôt sur le revenu. Projet de Joseph Caillaux, il s'est battu au début du XXe siècle. La Chambre des députés, en 1909, adopte un impôt sur le revenu au taux de 4%. Le Sénat bloque pendant 5 ans et finalement l'adopte à un taux de 2% sur les revenus en 1914. Et les adversaires de l'époque prédisaient aussi toutes sortes de catastrophes sur la croissance, sur l'innovation, ça allait tuer l'esprit d'entrepreneuriat, etc. Bon, qu'est-ce qui s'est passé depuis? Non seulement ces catastrophes, évidemment, ne se sont pas produites, mais c'est l'inverse, précisément l'inverse qui s'est passé, parce que la productivité, elle a été multipliée par 10 depuis 1914. La croissance, elle a explosé, et l'innovation, évidemment, aussi a explosé, a triomphé, a été libérée. Alors, comment est-ce que c'est possible? Tout simplement parce que grâce à l'impôt progressif sur le revenu, on a pu bâtir notre fiscalité moderne, qui nous a permis de financer ce qui constitue le moteur essentiel de la croissance économique, à savoir l'accès à l'éducation, l'accès aux connaissances, au savoir, l'investissement dans l'éducation, d'abord primaire, puis secondaire, puis l'enseignement supérieur, etc. Et la proposition que je défends, elle consiste simplement à parachever la création de l'impôt sur le revenu, puisque ce que les études ont démontré, c'est qu'aujourd'hui, les milliardaires, pour l'essentiel, ils ne le payent pas, ou presque pas, cet impôt sur le revenu. Et donc, cette proposition, c'est juste leur dire, il faut que vous rentriez, vous, les milliardaires, dans le champ de l'impôt sur le revenu, dans le champ de la solidarité nationale, dont vous vous exonérez à l'heure actuelle. Oui, monsieur Agion, d'abord, je voudrais dire la chose suivante. Je crois qu'on partage avec Gabriel le souci de ce qu'on souhaiterait, c'est avoir une économie prospère et redistributive. On voudrait une prospérité partagée. Je crois qu'on a le même but un peu. Donc voilà, ce n'est pas un débat entre des gens qui ne croient pas dans la redistribution et des gens qui y croient. Moi, personnellement, voilà, je suis un bon social-démocrate, je dirais, et je crois beaucoup dans le fait que il faut la prospérité, elle doit être partagée. Mais pour pouvoir distribuer, il faut produire. Donc moi, mon sentiment, c'est que je ne peux pas distribuer ce que je ne crée pas. Voilà. Et donc, donc l'idée qu'il faille mettre tout le monde à contribution et qu'il faille un impôt progressif, j'ai toujours pensé que l'impôt sur le revenu était un énorme progrès. D'avoir un impôt progressif, c'est un énorme progrès. La France est un des pays d'ailleurs les plus redistributifs au monde. C'est une bonne chose. La question, c'est de savoir qu'est-ce que je fais avec les hauts patrimoines. Alors là, il y a plusieurs façons de taxer les hauts patrimoines. Il y avait d'abord l'ISF. Alors peut-être qu'on pourrait rétablir l'ISF, il y a peut-être d'autres moyens. Moi, le seul problème que j'ai avec le dispositif que propose Gabriel, c'est que ça inclut l'outil de travail. Et la question que je me pose, c'est est-ce que c'est juste de taxer un patrimoine professionnel dont la valorisation est très volatile et non réalisée? Si l'objectif est vraiment celui de contrer l'optimisation fiscale, qui passe beaucoup par le cantonnement des profits au sein de holdings patrimoniales, pourquoi viser des start-up à forte valorisation, mais pas encore profitables? Et ça, c'est le problème, c'est parce que, par exemple, aujourd'hui, très concrètement, il y a la révolution de l'IA. La France est un pays qui peut jouer un rôle très important dans cette révolution. Nous avons les meilleurs mathématiciens, les meilleurs informaticiens, les meilleurs ingénieurs, et nous pouvons jouer un rôle. On a le sommet IA, c'est nous qui l'avons fait en février. Nous pouvons jouer un rôle majeur dans cette révolution. Je ne voudrais pas que la France manque la révolution de l'IA et que l'Europe ne rattrape pas les États-Unis en termes de PIB par tête, parce que nous décourageons des gens comme Arthur Manch ou d'autres qui démarrent quelque chose, qui n'ont rien réalisé du tout, c'est simplement la richesse est d'une pure valorisation, et qui soient obligés de faire entrer l'État dans le capital ou de vendre aux Chinois ou de vendre pour pouvoir payer leur impôt. Donc moi, je veux un impôt distributif, je veux que les plus fortunés soient mis à contribution peut-être encore davantage qu'ils le sont maintenant, mais je ne veux pas que ceux qui font la révolution de l'IA partent ailleurs qu'en France. Je ne veux pas que M. Arthur Mensch quitte la France ou d'autres qui sont dans cette révolution, parce que la France peut jouer vraiment un rôle. On a manqué en grande partie la révolution d'éthique, des technologies de l'information. Je ne veux pas qu'on manque la révolution de l'intelligence artificielle. Alors pour revenir peut-être à ma question, parce qu'on parle beaucoup du cas particulier de Mistral, maintenant la question, elle était de savoir quels sont les impacts macroéconomiques, c'est-à-dire que
On ne parle pas de certains cas de figure, de certains foyers fiscaux, mais de toute la mécanique que ça va engendrer sur l'ensemble de notre écosystème qui, une fois encore, on le rappelle, représente 16 000 entreprises, plus de 16 000 entreprises et plus d'1,5 million d'emplois directs et indirects. Alors, est-ce que vous savez quand est-ce que Bill Gates a fondé Microsoft? Qui sait? 1975, bravo monsieur. Est-ce que vous savez quelle était la fiscalité des États-Unis en 1975? Et Microsoft faisait... Non, la fiscalité américaine en 1975. L'impôt sur les sociétés, c'était 50%. L'impôt sur les hauts revenus, c'était 70%. L'impôt sur les grandes successions, c'était 77%. Donc, est-ce que ça a découragé Bill Gates? Non, ça ne l'a pas découragé. Et d'une façon plus générale, pendant ces décennies d'après-guerre, où les États-Unis, parmi d'autres pays, ont une fiscalité progressive très élevée sur les hauts revenus, les hauts patrimoines et le capital en général, est-ce que ça a tué le capitalisme américain? Est-ce que ça a tué l'innovation, l'entrepreneuriat? Pas du tout. C'est l'inverse qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Les taux d'investissement étaient plus élevés à l'époque qu'aujourd'hui. La croissance macroéconomique, elle était plus élevée à l'époque qu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'entre 1946 et 1980, le revenu moyen par tête aux États-Unis, il a augmenté de 2% par an. Depuis 1980, il a augmenté de 1,4% par an, parce qu'on nous parle beaucoup des écarts de croissance qui se creuseraient entre l'Europe et les États-Unis, mais c'est une fable. Il faut ajuster par les différences de parité de pouvoir d'achat et par la différence de croissance de la population. Donc, quand vous calculez le revenu par adulte ajusté des parités de pouvoir d'achat, il est simplement faux de dire qu'il y a un décrochage de l'Europe par rapport aux États-Unis. Ce n'est pas le cas. C'est comme si on calculait des chiffres de croissance sans ajuster par l'évolution de l'inflation. Enfin bon, bref, la croissance américaine depuis 1980, la réalité, c'est qu'elle n'a pas été mirifique. Elle a été nettement plus faible que pendant les périodes précédentes. Simplement, les inégalités ont explosé. Et donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'avec un impôt de 2% sur les très grandes fortunes, on ne parle pas de 20%, on ne parle pas de 90%, on parle simplement de demander aux milliardaires ou éventuellement aux centimillionnaires de ne pas payer moins que le reste de la population, de ne pas payer moins que les classes moyennes, de ne pas payer moins que les classes populaires. C'est difficile de voir quelque chose dans l'expérience historique ou internationale qui laisserait penser que ça va conduire à une forme de baisse de la croissance ou de l'investissement. Parce qu'encore une fois, avec cet argent, ce n'est pas que la puissance publique va le brûler, va le dilapider. On veut, Philippe Aghion, comme moi, qu'il aille dans l'éducation, dans l'université, dans la recherche, dans les savoirs, dans ce qui va être le cœur au XXIe siècle de notre attractivité, de notre productivité et de notre croissance. Je voudrais répondre juste très brièvement sur les États-Unis. C'est vrai qu'ils ont eu des taux marginaux d'imposition très élevés, jusqu'à 90%. C'était des impôts d'imposition sur le revenu, pas sur le patrimoine. Alors, par contre, les États-Unis ont une taxe sur les holdings financières de longue date. Et moi, je suis pour aligner le traitement des holdings familiales. Donc ça, c'est un vrai sujet sur les holdings familiales. Il y a en France une utilisation abusive des holdings familiales ou des holdings patrimoniales pour échapper à l'impôt sur l'excession et à l'impôt sur le revenu. Là, il y a un vrai sujet. Donc je pense qu'il faut le traiter. Mais ils n'ont jamais eu la taxe dont tu parles. Et à l'époque, dans le 75, il y a eu d'abord... il y a eu une époque de contrôle de capitaux, c'est-à-dire qu'on a eu une époque où il n'y avait pas la libéralisation de capitaux, tu avais une DARPA très forte et de la politique industrielle très forte à l'époque, et puis tu avais des niches fiscales aux États-Unis qui compensaient, qui ont été éliminées quand ils ont baissé les taxes, ils ont aussi supprimé les niches. Donc c'était une situation quand même assez différente. Et puis tu as la France, par exemple, si tu fais ta taxe uniquement en France, mais je veux dire, la tentation de partir en Belgique ou de partir ailleurs, donc tu ne peux faire ta taxe que si tu l'as fait au niveau européen. Tu ne peux pas faire la taxe Zucman en France seulement. C'est pas pensable. Tu peux la faire au niveau global ou au niveau européen. Patrick Veil ou d'autres ont pensé à des choses qui seraient faisables. Quand tu as par exemple pensé sur les multinationales, ça c'était très très bien parce que c'était international. Je pense qu'il faut aller dans des directions comme ça parce que si tu fais ça en France seulement, la France va apparaître comme un pays très gaulois au bon sens du terme, mais très, très différent des autres pays européens
Et c'est tellement facile de quitter la France pour aller en Belgique, pour aller à Milan, etc. Donc tu ne peux concevoir une taxe comme ça. D'abord, moi, je pense que l'outil de travail et les startups, c'est un vrai sujet. Et je pense que le deuxième sujet, c'est que de la faire en France seule, ça va rendre que là, un des grands acquis des 10 dernières années, c'est que l'attractivité de la France a augmenté pour les investisseurs étrangers. Tu mets ta taxe uniquement en France en disant, pour être sûr qu'elle est payée, je vais mettre une taxe globale à l'américaine en France seulement, tu vas transformer la France en prison fiscale et tu vas rendre la France, tu vas faire tomber l'attractivité de la France. Donc tu ne peux faire ça qu'à un niveau européen. Je ne vois pas une taxe Zuckman française purement. Donc il y a les deux sujets, si tu veux. Tu as le sujet start-up et tu as le sujet global. Alors, je vais répondre rapidement parce que moi, je suis pour que la taxe soit européenne et mondiale, bien sûr. Et je pense que si la France l'adopterait, on augmenterait grandement nos chances qu'elle devienne assez vite européenne et à terme mondiale. On l'a fait par le passé. La France a été le premier pays en 1954 à créer une TVA. Tous les pays maintenant ont une TVA, sauf les États-Unis. La France a été le premier pays à créer une taxe sur les services numériques, taxer les GAFAM. De nombreux pays ensuite ont taxé les GAFAM. Mais simplement, moi j'aimerais poser une question à Philippe Aiguillon ou au public, qui est la question suivante. Est-ce qu'au moment, vous qui connaissez l'innovation, est-ce qu'une personne de 20 ans, de 25 ans, de 30 ans, qui réfléchit à créer son entreprise, qui se dit « mais j'ai des idées pour révolutionner l'intelligence artificielle », est-ce que cette personne se dit « oh là là, il y a une chose qui m'inquiète, j'hésite à me lancer dans l'entrepreneuriat ou j'hésite à déménager à Singapour parce que je suis vraiment préoccupé par le montant d'impôts que je vais avoir à payer quand je serai milliardaire. Quand je serai milliardaire. Alors, d'accord. Dans ce cas-là, je suis content que vous l'admettiez. Je suis content que vous admettiez que, dans ce cas-là, vous êtes préoccupé. Je pense que la question a été mal posée. Je pense que la question a été mal posée. Voilà. C'est le délai devant ses actions maintenant. C'est le débat. S'il vous plaît, la question a été... On a vous déformez la question qu'on avait posée. Est-ce qu'on peut poser... Non, ce qui se fallait au bout de mon raisonnement, c'est vraiment important. Parce que je n'ai jamais entendu ce discours de toute ma vie. J'ai enseigné 10 ans à l'université de Berkeley en Californie. J'ai rencontré des dizaines, je pense des centaines de créateurs d'entreprises. J'ai enseigné à des milliers d'étudiants. C'est une très grande université, il y a 40 000 étudiants. Des centaines, des milliers ensuite ont été travaillés, des étudiants dans la tech, ont créé leur entreprise pendant 10 ans. Pas un seul ne m'a jamais dit « écoutez, moi, professeur, j'ai une super idée, je veux me lancer dans l'entrepreneuriat, mais alors, vos projets fiscaux, et j'en ai porté aux États-Unis, de taxation des milliardaires, ils me découragent. Moi, ce qui m'inquiète, c'est les impôts que je vais payer quand j'aurai $1 milliard et de devoir payer 2% sur ma fortune. Et donc là, si vous me dites que ça vous décourage, là, c'est quand même se mettre dans une posture de sécession vis-à-vis de la solidarité nationale qui est encore plus extrême que ce qu'on peut entendre dans la Silicon Valley d'aujourd'hui, qui a déjà été assez loin dans le discours anti-État, anti-redistribution et contre la justice fiscale. Je pense que là, je suis vraiment assez surpris. Juste une chose. Je peux quand même répondre à cette question. Je suis Mistral. Entrepreneur, on peut vous dire si vous voulez aussi. Posez-nous la question directement. Voilà, alors moi je pense que la chose, c'est qu'il y a une préoccupation au niveau de comment payer cette taxe. Et donc, ça, je vous avais dit, c'est que ce serait avec des parts de l'entreprise. Et puis, il y a une préoccupation au niveau d'une valorisation qui est volatile. Et donc, comment déterminer le montant. Je pense que c'est des préoccupations comme ça. Mais je pense que le plus important, c'est peut-être de se demander, plutôt que quand on crée une société, est-ce que je vais la créer ou pas parce que je serai taxé. Je pense qu'effectivement, ce n'est pas forcément ce qu'on se pose comme question quand on démarre, évidemment. En revanche, si on crée un système dans lequel il y a une taxation qui se transforme de cette manière-là et qui transfère des parts de l'entreprise à l'État ou à je ne sais qui, à ce moment-là, vis-à-vis des investisseurs internationaux, c'est un peu un repoussoir quand même. Donc, c'est ça que je voulais, ça rend les choses un petit peu compliquées. Mais je voulais juste quand même répondre à ça. C'est-à-dire que le problème, c'est pas du « je suis un milliardaire ». Je suis quelqu'un qui crée une entreprise. Mistral valorisé à 12 milliards d'euros. Mais il y a d'autres entreprises. Et pour le moment, je dégage peu de bénéfices ou pas de bénéfices. Et le peu de bénéfices que je dégage, je veux le réinvestir dans l'entreprise parce qu'il y a une course, parce qu'il y en a d'autres qui sont des concurrents. Donc, je dois innover. Je ne veux pas avoir à vendre des actions
en catastrophe parce que les actions d'une entreprise non cotée, elles sont illiquides, et de les vendre à l'État ou à des gens de Chine ou à des gens d'ailleurs, j'avais rien contre les Chinois, pour pouvoir payer mes impôts. C'est ça qui, pour moi, ça ne fait pas sens, Gabriel. Je comprends ce que tu dis. Les naïfs doivent contribuer, mais si tu es quelqu'un qui démarre une boîte qui est très valorisée, tu n'es pas un homme riche, tu n'as pas les revenus. Tu comprends? Donc là, de lui demander de vendre des actions, vous voyez, pour moi, ça ne le fait pas. Alors, je ne veux pas Attendez, rentrer les thèses dans le capital. le sujet, attendez, le but d'aujourd'hui, c'était de prendre de la hauteur, de sortir le sujet uniquement de la taxe et de parler de la mécanique entre fiscalité et innovation. J'ai envie de vous dire, en fait, quand un entrepreneur il se lance, je pense qu'il ne pense pas du tout à la fiscalité. Objectivement, quand j'ai lancé ma première boîte, je ne me suis pas dit combien je vais être imposé. En revanche, je me suis posé une autre question. Et c'est celle-ci qu'on veut vous poser aujourd'hui. Vous savez quand on sera milliardaire. La question qu'on se pose quand on lance une entreprise, c'est qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais apporter à la société. En tout cas, moi, c'est ce que je me suis posé et je pense que nombreux d'entre vous se sont posés aussi cette question. Et donc moi, la question que j'ai pour vous, c'est selon vous, les intérêts communs entre un créateur, quels sont, selon vous, les intérêts communs entre un créateur d'entreprise et la société dans son ensemble? Quels retiennent pour vous les créateurs d'entreprise dans la société? C'est ça la question. Alors, on a besoin de créateurs d'entreprises. On a besoin d'encourager l'innovation. On a besoin de développer nos startups. On est tous d'accord. Mais on ne peut pas créer une hiérarchie dans dans le mérite qui serait telle que les fortunes de 1 milliard, 10 milliards, 100 milliards seraient tellement méritantes, tellement au-dessus des autres, qu'elles sortiraient du champ de la solidarité nationale. Ça ne fonctionne pas parce que c'est simplement une attaque trop profonde contre nos idéaux méritocratiques et démocratiques fondamentaux, contre nos principes essentiels qui sont inscrits dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui pose le principe d'égalité devant l'impôt. Le sens du dispositif que je propose, c'est pas le grand soir fiscal, c'est pas faire payer les riches, c'est pas décourager l'entrepreneuriat, ça n'a rien à voir avec ça. C'est de mettre en conformité nos lois fiscales avec le principe fondamental d'égalité devant l'impôt, qui dit que les plus riches ne devraient pas pouvoir payer moins que les autres catégories sociales. Et une fois qu'on a posé ce principe, on comprend que, compte tenu du fait que les très grandes fortunes aujourd'hui ne payent quasiment pas d'impôt sur le revenu, il faut un mécanisme correctif de taux minimum et on peut discuter des modalités. Parce que tout le débat qu'on a, c'est dans les cas rares mais réels où il y a des très grandes fortunes, 1 milliard ou plus, qui ne génèrent pas encore de liquidité parce que leur patrimoine, c'est des actions d'une entreprise qui ne fait pas encore de bénéfices. Dans ce cas-là, comment est-ce qu'on s'assure que les personnes en question puissent payer? Donc ça, c'est un débat important et il y a tout un tas de possibilités, de modalités dont il faut parler. J'ai fait une proposition qui interdirait la possibilité qui a l'air de vous inquiéter, Philippe Aghion, de revente à des non-résidents. Moi, ce que je dis, c'est simple, c'est Si les contribuables, tout, je ne veux pas revendre. pas de revente. Je veux garder mes actions. Je veux être propriétaire d'une entreprise. Je veux pousser mon entreprise moi-même. Pourquoi je dois revendre des actions? Pourquoi? Parce que je n'ai pas de valeur, je n'ai pas de cash flow. Pourquoi? Parce que si vous avez 1 milliard, Mais il n'est pas là. vous avez une capacité contributive, vous ne pouvez pas sortir de la société, c'est pas possible. Il y a un moment où, quand vous êtes à ce niveau de richesse, vous devez être dans le champ de la solidarité nationale. Vous ne pouvez pas vous en extraire. Mais simplement, on ne va pas vous demander de générer des liquidités qui n'existent pas. Il y a différentes façons de faire. Vous pouvez emprunter si vous voulez. Vous pouvez... Non, mais alors, vous... Oui, et Piketty dit que tu donnes à tes employés. Laissez-moi finir. Parce que tous ces débats sur l'illiquidité, on les a eus aux États-Unis en 2019. Et l'exemple qui était utilisé tout le temps, c'était Elon Musk. Vous connaissez Elon Musk? Oh, il n'y a pas de liquidité. Toute sa fortune, c'est virtuel. Il ne peut rien en faire. Et puis tout d'un coup, il s'est réveillé et il s'est dit « Ah bah, je vais racheter Twitter. » Ah, la liquidité, elle s'est matérialisée tout d'un coup.
des dizaines de milliards de dollars comme ça d'un claquement de doigts. Il a racheté Twitter. Il l'a transformé en un outil au service de Trump, au service d'un projet réactionnaire mondial, jusqu'à venir soutenir le parti néo-nazi allemand. Vous croyez que ça n'a pas de conséquences réelles? Cette richesse virtuelle, elle a des conséquences extrêmement réelles. Donc, oui, laissez-moi finir mon raisonnement. Et c'est vrai qu'on est tous La deuxième chose, non mais c'est pour dire que cet argument que la richesse n'existe pas et qu'il n'y a que le revenu qui existe, il est faux. La richesse, elle existe et la grande richesse, c'est un grand pouvoir. Et la concentration extrême des richesses, c'est une concentration extrême des pouvoirs. Et quand elle est trop extrême, eh bien ça vient affaiblir nos démocraties. Et donc, la dernière chose, c'est que je propose simplement que si les contribuables le souhaitent, ils puissent payer l'impôt minimum de 2% en nature, c'est-à-dire avec des actions de leur entreprise. Je sais que c'est pénible de payer des impôts, mais vous voyez, les Français, ils payent beaucoup d'impôts. C'est pénible aussi pour la caissière de supermarché de payer des impôts, de payer de la CSG 10% prélevée à la source sur ses salaires, de devoir payer 20% de TVA quand elle va faire ses courses. Alors oui, quand on a 100 millions, quand on a 1 milliard, quand on a 10 milliards, ça va être un petit peu pénible. Mais on va devoir payer 2%. 2%, Philippe Aguillon, il met sa nature. C'est pénible. 10% sur le patrimoine, C'est pénible. sur le revenu. Je comprends bien, ça va être gagné. Il faut que ça va aller un petit peu, parce que la inégalité entre je finis, elle est en train d'augmenter. Je finis. J'ai fini, on entend de parole, on va laisser monsieur Aguillon répondre quand même. Je vais quand même dire quelque chose. Parce que là, on ne parle pas de l'impôt sur le revenu. Moi, je suis d'accord que ceux qui touchent plus de revenus payent davantage. Je suis aussi que pour ceux qui ont davantage de richesses accumulées, payent sur ça. Donc, je n'ai pas d'opposition à ça. Ce que je ne veux pas, c'est quelqu'un dont les richesses ne sont pas réalisées, qui démarre, qui essaie de construire, qui dit, moi, je vais investir le peu de cash flow, ou j'ai pas de cash flow, pour faire grandir mon entreprise. Je veux qu'il puisse faire grandir son entreprise, parce que sinon, on rate la révolution de l'IA. Et on rate vraiment cette tentative qu'on a pour la France de participer au rattrapage technologique de la France. Je voulais juste dire quelque chose. Il y a des alternatives. Moi, je vais vous en donner. Contribution différentielle sur les hauts patrimoines, hors outils de travail, touchant peut-être un plus grand nombre de contribuables. Why not? 2. Taxer les ressources non productives placées dans les holdings familiales. Why not? Rétablissement d'ISF. Why not? Une Zuckman peut-être à 0,5 en exonérant les entreprises de moins de 10 ans. Moi, j'en ai des alternatives pour vous. Donc moi, je pense que l'idée de dire c'est ou mon truc à moi ou rien du tout, non. Moi, j'ai des alternatives, j'ai des moyens de mettre davantage à contribution les hauts patrimoines, mais d'une manière qui minimise l'impact négatif que ça peut avoir sur ceux qui portent les nouvelles technologies. Le gros problème, c'est que les innovations breakthrough, les innovations importantes dans le high-tech, ça se fait aux États-Unis et pas en Europe. Notre gros problème en Europe, c'est qu'on ne fait pas assez d'innovations breakthrough high-tech. On doit rattraper, c'est tout le rapport Draghi. Et toi, ce que tu veux faire, ça va nous faire aller dans le sens inverse du rapport Draghi. On doit rattraper les États-Unis et la Chine maintenant, qui sont en tête dans ces domaines-là. On ne va pas se tirer une balle dans le pied. Et alors, on peut, avec les trucs que je te dis, moi, prends un Zuckman à 0,5 en exonérant les entreprises de moins de 10 ans, ou une contribution différentielle sur les hauts patrimoines, aux outils de travail, et ou taxer les ressources non productives placées dans les holdings, et ou rétablir l'ISF, tout ça me va très bien. Et donc, si tu veux, on est déjà, la France, le pays qui taxons le plus le capital avec le Danemark et le Luxembourg au monde. On n'est pas le Brésil et les États-Unis. On part d'un niveau où déjà on taxe beaucoup. Et toi, tu voudrais qu'en France seulement, qui est déjà le pays qui taxe le plus, allez hop, on te remet un truc où même des gens qui font des startups vont devoir se casser les pieds à emprunter, à vendre à l'État, à faire venir des investisseurs d'ailleurs, etc. Tu comprends? Et c'est ça qui n'est pas réaliste, Gabriel. Si tu fais ça, la France se tire une balle dans le pied dans un moment où elle doit se réveiller. C'est ça notre cuvette. Alors, on n'a plus de... Un petit, juste une petite réponse quand même. Non, mais en fait, vraiment là, on a quasiment plus le temps et on a une question qu'on aimerait vraiment vous parler parce qu'on aimerait finir mettre un sujet. Bon, une minute pour 1 minute 30. Ouais, parce que déjà, en fait, en termes de temps de parole, on a déjà largement... Au moins que les faits de base soient rappelés. Il ne s'agit pas de venir taxer tous les Français. Il ne s'agit pas de venir surtaxer des gens qui seraient déjà taxés, puisqu'il s'agit de taxer
1800 personnes qui possèdent plus de 100 millions d'euros. Pas des entreprises et pas des gens qui payent déjà beaucoup d'impôts, puisque par construction, il s'agit d'un impôt minimum. Si vous payez déjà beaucoup d'impôts, vous n'allez rien payer de plus. Il s'agit de mettre un plancher et de dire, vous ne pouvez pas tomber en dessous, si vous êtes au-delà de 1 milliard, vous n'allez pas pouvoir tomber en dessous de ce que payent les classes moyennes et les classes populaires. J'aimerais juste que tout le monde comprenne ça. Parce que c'est facile de dire la France est très bien. C'est très différencié. Ça n'a rien à voir. La même chose. Mais ça n'a tellement rien à voir. Il ne s'agit pas de taxer les gens qui sont déjà taxés. Il s'agit de taxer seuls les gens extrêmement riches qui ne le sont pas, par définition. Et tu inclus dans les riches quelqu'un qui a une entreprise très valorisée qui n'apporte rien. D'accord. Donc sur les 1800, il y a quelques dizaines de cas où il va falloir réfléchir à des modalités de paiement. Et il ne faut pas que ces dizaines de milliers de cas viennent, servir d'alibi pour ne pas taxer nos giga-milliardaires qui ont des dizaines de milliards ou 100 milliards, parce que c'est exactement ça qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est qu'on instrumentalise quelques exemples particuliers qui sont importants, qui sont des cas limites qu'il faut étudier, mais c'est pas ces personnes qui vont payer des masses importantes d'impôts, c'est vous savez qui, d'accord, les milliardaires qui ont 50 milliards, 100 milliards, 150 milliards. Donc c'est de là que les recettes vont venir. Donc l'important, c'est de s'assurer qu'ils payent. Hein, et les modalités de prélèvement dans les cas rares mais réels où il y a des problèmes de liquidité, ils seront réglés. Alors nous, notre sujet, c'est l'innovation. Oui. Et quel est le rapport entre cette taxation et l'innovation? Mais alors donc, et comment ça peut avoir un effet positif ou négatif sur notre capacité justement à innover dans un monde qui ne nous attend pas? Mais alors, il y a quand même un point sur lequel vous semblez être d'accord, tous les deux, enfin d'après ce qu'on sait. L'innovation, c'est quand même un moteur pour la compétitivité du pays, c'est un vecteur de progrès social, je pense qu'on est tous d'accord sur ce point-là. Et pourtant, il y a un sujet qui nous bloque aujourd'hui, c'est notre capacité à industrialiser nos innovations, c'est-à-dire qu'on a les meilleures écoles, parmi les meilleures écoles en mathématiques, des meilleurs talents, d'ailleurs il y en a beaucoup qui s'expatrient, des chercheurs, mais on a du mal à faire émerger des grands champions en France et à tirer profit justement de nos inventions. Comment est-ce que vous l'expliquez aujourd'hui et comment est-ce qu'on peut essayer de devenir meilleur, tout simplement? Alors, je veux juste dire quelques éléments. Donc, il y a le rapport Draghi, quand même un rapport intéressant. Qu'est-ce que dit le rapport Draghi? Et il y a eu d'autres études autour du rapport Draghi. Notre collègue Antonin Bergeot et d'autres ont fait des travaux très intéressants. En fait, on se rend compte qu'ils ont un écosystème d'innovation aux États-Unis qui est excellent, même maintenant en Chine. D'abord, la recherche fondamentale est très bien financée. En Europe, elle est moins bien financée. Mais malgré ça, les innovations dont je parlais, qui sont très importantes et high-tech, elles citent beaucoup de papiers de recherche européens. Donc on a malgré tout, malgré le fait que la recherche européenne est moins bien financée, on arrive quand même à être très cité. Le problème, c'est que dès que quelqu'un invente en Europe, il part aux États-Unis. Pourquoi il part aux États-Unis? Parce qu'il a un environnement fiscal, réglementaire, il a du capital risque, il a des investisseurs institutionnels, il a un écosystème qui lui permet de grandir. Moi, j'ai vécu 20 ans à Boston, à Cambridge, Massachusetts et prof à Harvard. J'ai vu défiler plein de consuls de France. Et ils me disaient, vous savez quel est mon travail principal? C'est d'accueillir des startups françaises qui n'arrivent pas à grandir en France. Et elles viennent chez nous pour grandir. Donc nous, il faut qu'on ait un écosystème qui permette aux licornes de grandir en Europe. Alors que c'est chez nous qu'on fait l'innovation fondamentale. C'est ça le gros problème. C'est ça que dit Draghi. Un vrai marché, un écosystème financier, des vraies politiques publiques d'innovation. Le crédit impôt recherche est mal ciblé, on en a parlé. L'éducation, c'est très important. Si on n'a pas un bon système éducatif, Xavier Jaravel l'a montré avec les Marie Curie, il faut que plein d'enfants, on a plein de phénomènes de Marie Curie perdus, de Einstein perdus, des enfants très intelligents, mais ils n'ont pas accès à l'enseignement, etc., de qualité, et ils ne peuvent pas devenir innovants. On a beaucoup parlé ici de l'attaque, mais moi je crois beaucoup à la croissance inclusive. Vous faites un bon système éducatif, ça vous fait à la fois de la croissance et de l'inclusion. Vous avez une bonne politique de concurrence, ça vous fait de l'innovation et de l'inclusivité. Vous avez une bonne flexi-sécurité. C'est tous ces domaines-là, c'est-à-dire qu'une croissance inclusive, ce n'est pas juste taxer les riches, c'est mettre en place toute une série d'outils qui fait qu'à la fois vous devenez plus inclusif et plus innovant. Concurrence, éducation, flexi-sécurité, ce qu'ils font dans les pays scandinaves, c'est des pays innovants et inclusifs. Et moi, je pense qu'il faut faire comme eux. Je pense qu'il faut faire là où ça marche. C'est des pays moins inégalitaires que nous et plus innovants que nous. Et je pense qu'il faut aller dans cette direction-là.
Et c'est ça que je pense qu'il faut faire pour l'innovation. Je suis pas du tout en désaccord avec tout ça. Je pense qu'il y a un modèle européen. Il ne s'agit pas de répliquer le modèle américain fondé sur les énormes le monopole, la capture des marchés, la capture du jeu politique de plus en plus par certaines énormes fortunes et grandes entreprises. Ça ne doit pas être ça. Il faut que la tech française, européenne, elle invente son propre modèle à elle, un modèle qui va être fondé sur la solidarité, sur la coopération. Donc c'est très différent de la tech américaine, mais je pense que le modèle scandinave que vous évoquez est un bien meilleur modèle. Et le modèle scandinave, il repose sur quoi? C'est les pays scandinaves, c'est les pays qui ont le taux de prélèvement obligatoire le plus élevé au monde. Voilà, même niveau. Juste pour dire information, les taux de prélèvement libérateur en France sont à... Oui, le taux de prélèvement, il est à 42,5% du PIB en France. Il a baissé le 2,5 points entre 2016 et 2012 parce que l'impôt sur les sociétés a beaucoup baissé, mais bon, On est jamais sur sur ça. tu commandes par rapport à Non, l'autre pays. on est les pays les plus productifs du monde, où la productivité horaire du travail est la plus élevée. C'est les pays scandinaves en particulier. C'est aussi la France. On est vraiment quasiment au sommet du classement de la productivité par heure travaillée. Et il se trouve que c'est les pays qui ont le taux de prélèvement obligatoire le plus élevé. Et ce n'est pas du tout une coïncidence. C'est parce que ces prélèvements obligatoires, ils vont financer les infrastructures, la santé, l'éducation, l'université, la recherche, qui sont ce qui fait la productivité et la richesse des pays. Donc, on est tout à fait d'accord. Il faut inventer un modèle qui, honnêtement, qui n'est pas le modèle américain, qui est très, très différent du modèle inégalitaire, avec sa dérive oligarchique et plutocratique. Donc quand on nous dit oh là là, regardez, il faut faire exactement ce que font les Américains, etc. Non, c'est vraiment, il faut inventer un modèle européen fondé sur la solidarité et la coopération. Et la solidarité et la coopération, ça commence, je suis désolé de vous le rappeler, mais ça commence par participer à la solidarité nationale en payant, comme tous les autres Français, un peu d'impôts. Mais on est un des pays les plus redistributifs au monde. Les inégalités de patrimoine en France, il faut que vous sachiez quand même, sont globalement stables. C'est uniquement en regardant le 0,001% que l'on voit des hausses. C'est ce que je veux dire, c'est stable. C'est très différent des US. Donc on est resté un pays, et après impôts, on est un des pays les plus redistributifs au monde. Si tu comptes les impôts, il y a une étude de l'INSEE qui te montre, quand tu comptes les impôts et les prestations, on est très redistributif. Alors on peut améliorer, mais on est déjà parmi les pays les plus redistributifs au monde. Tu vois ce que je veux dire? On ne part pas du même point de départ que les États-Unis. Alors on peut améliorer, et j'ai donné des alternatives tout à l'heure, ou des améliorations, j'en sais rien, ce que tu peux, pour être encore mieux, mais soyons conscients qu'on est déjà un pays où il y a une maîtrise des inégalités, où on n'est pas les États-Unis, on est un pays très redistributif. Alors on peut améliorer encore et faire un peu mieux, mais on n'a pas le même point de départ que les États-Unis. Non, mais c'est pour ça que je ne propose pas une grande révolution fiscale. C'est vraiment une toute petite réforme de rien du tout. 2% sur 1800 foyers fiscaux. Je vous l'ai dit, c'est juste parachever ce qui a été commencé il y a un siècle. Mais oui, je devrais élever. Voilà, laissez-moi le titre. Non, mais il se trouve que le drame de je vais vous dire, c'est que ça détruit 90% des recettes fiscales. Il se trouve que les 1800 personnes en question ont vu leur patrimoine, grosso modo, augmenter de 6% du PIB. 10% du PIB, 200 milliards d'euros en 2010, à 42% du PIB, 1200 milliards d'euros aujourd'hui, en 15 ans. D'accord, 1000 milliards d'enrichissement. Si vous sortez ce que vous appelez les biens professionnels, notion qui n'existe nulle part dans la littérature économique, qui n'existe dans aucun pays, qui a été créée au moment de la création de l'ISF, pour justifier d'exonérer les plus grandes fortunes françaises de l'ISF. On a dit, oh, si vous possédez beaucoup d'actions dans une entreprise, plus de 20%, on va appeler ça bien professionnel, ça n'a rien à voir avec le four du boulanger ou quoi que ce soit, c'est juste beaucoup d'actions que vous possédez, et on va sortir ça de l'impôt sur les grandes fortunes. Quelle hypocrisie incroyable. Créer un impôt sur les grandes fortunes, et dans le même geste, en sortir immédiatement, en exonérer immédiatement toutes les plus grandes fortunes de l'époque. Oui. On a fait cette erreur une fois, oui, mais on a le droit de se tromper une fois. Deux fois, ce serait inacceptable. Non, mais on peut remettre l'ISF.
Donc Mais tu non, dis, c'est simplement. l'ISF, tu c'était mets- très mauvais. tu vas mettre l'ISF. Si tu mets la contribution différentielle sur les hauts patrimoines dont j'ai parlé, l'ISF possiblement, et tu taxes les ressources placées dans les holdings, eh ben déjà, tu fais un long chemin dans la direction que tu proposes. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est les startups innovantes qui vont dans le high-tech, qui vont faire la révolution de l'IA. Je ne veux pas leur rendre la vie impossible. Je veux ces gens-là n'aient pas à partir aux États-Unis pour se développer. Je veux qu'ils puissent développer leur innovation en France et en Europe. Bon, messieurs, vous avez réussi. Vous voulez 45 minutes, vous avez eu 50. On a dépassé de 20 minutes. Mais bon. Bon, on est en tout cas heureux d'avoir posé une première discussion qu'on a voulu la plus rationnelle possible aujourd'hui au FD Day. Merci à toutes et à tous pour justement l'accueil qu'on a pu réserver à nos invités. Merci d'être venus débattre avec chacun avec des arguments.